a motivé sa création, aussi bien du côté tendance socialiste que du côté tendance communiste, c'était travailliste, c'était le sport des travailleurs, c'était les conquêtes de la possibilité de faire du sport pour les travailleurs. Les gens donc, de 1936 mobilisés après la guerre pour faire tourner la FSGT, leur attitude était très simple, très claire, c'est il faut que les travailleurs, la classe ouvrière, fassent du sport et profitent de la vie, quoi. Dans l'ambiance du sport populaire, il y en a qui ont eu l'idée de faire, pourquoi pas, l'alpinisme populaire, qui était la cerise sur le gâteau. L'escalade, ça n'existait pas, hein. Tellement vrai que quand, sur les images dessinées à l'époque, on représentait la réalité, c'est-à-dire que les grimpeurs de Fontainebleau étaient avec des culottes de montagne, et éventuellement avec leurs grosses chaussures de montagne. Quand on allait grimper dans le Dijonais, dans les parois équipées pour ça, c'était des écoles d'escalade. C'était pas un lieu de bonheur en soi, c'était l'école d'escalade. Parce qu'il s'agissait de s'entraîner, sacré nom d'un chien, hein. La montagne, c'était le but, c'était l'idéal. Je me rappelle de la tour d'escalade de la fête de l'Humain. L'idée était de rendre visible au peuple, présent à la fête de l'Humanité, le fait qu'il existait un alpinisme populaire. Le regard des gens était ébahi. Et c'était une pub extraordinaire pour l'alpinisme populaire, puisqu'on était en train de le faire et on le faisait au présent, à savoir un 1er mai, ça je m'en rappelle très bien, on se promenait avec une banderole qui disait « À la FSGT, l'alpinisme est un sport populaire. Pas sera, est un sport populaire. » Les premières actions, c'était de faire de l'escalade autonome et responsable. C'est l'expression que j'emploierai maintenant, mais à l'époque, ça se faisait sans le dire. Il y avait des gens adeptes comme moi des méthodes actives et qui voulaient absolument que les gens grimpent en responsable et en autonomie. Mais ce n'était pas ça la règle du jeu. La règle du jeu, c'était la méthode syllabique, hein. Ça s'appelait les 3 points d'appui. Il fallait apprendre aux grimpeurs à avoir 3 points d'appui, comme s'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Donc les méthodes étaient très traditionnelles. Il fallait un moniteur qui explique les 3 points d'appui.
C'était ça l'idéologie dans l'escalade avant 68. Les pistes jaunes à Fontainebleau, c'est un copain de bivouac qui avait fait la première avant 60. Il avait tracé quelques flèches jaunes parce que grosso modo, il trouvait ridicule que pour faire grimper les débutants, on les mette au pied du rocher puis on leur dise 3 points d'appui. Ça n'avait pas de sens. On mettait une flèche, ils grimpaient tout seuls. On était convaincus qu'il fallait faire quelque chose pour la pratique autonome et responsable des grimpeurs, aussi bien en montagne qu'à Fontainebleau. C'était l'idéologie qui fondait l'ensemble des choses, depuis le début, même s'il y avait des réticences. On était au but à l'hostilité. Les grimpeurs qui disaient l'escalade ne commence qu'au 4e degré, et puis encore au 4e degré, c'est parce qu'ils n'étaient pas plus forts que 5 à l'époque. On était en but à cette hostilité-là. Et en but à l'hostilité de certains de nos adhérents qui adoptaient cette idée-là. On ne va pas remettre des pitons en plus dans du 2 ou dans du 3. Mais si, on va en mettre, parce que c'est pour que les gens deviennent autonomes et responsables. J'ai fait mon premier sommet dans les Pyrénées, j'avais 11 ans. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué, j'avais fait un camp, 70 jours, c'était quand même long. Et je me souviens, quand j'ai quitté, c'était à Cauterets dans les Pyrénées, j'ai pleuré de quitter la montagne. Alors, cet amour de la montagne et puis des activités liées à la montagne, j'avais eu tellement de joie que je me suis dit, les enfants, s'ils pouvaient goûter à ces joies-là, ce serait formidable. J'avais dans la tête de faire grimper mes élèves de ma classe, mais en même temps aménager le terrain pour tout le monde. Il fallait construire quelque chose pour eux. Et le modèle, c'était les circuits d'escalade pour adultes. Il y en avait à l'époque, en 1974. Il y avait en gros 150 circuits pour les adultes, mais pas un seul pour les enfants. Alors, bien sûr, des enfants grimpaient. Moi, je les voyais le dimanche avec papa et maman. L'enfant grimpait poussé par maman en bas ou papa en haut qui récupérait. Donc, ce n'était pas généralisable. Il fallait leur donner, dès le départ, une pratique autonome. Le chemin était tracé, il fallait construire le circuit avec des enfants eux-mêmes.
j'ai conseillé de mettre les difficultés en bas du rocher et pas en haut, de façon à ce que si l'enfant ne réussit pas et qu'il tombe, qu'il chute et qu'il glisse, ce ne soit pas de 4 mètres de haut sur du sable. Ça réglait la faisabilité et puis surtout les problèmes de sécurité. Et puis par rapport aux adultes, la grosse différence, c'est qu'un enfant de 4 ans puis un enfant de 10 ans ou de 12 ans, c'est totalement différent. Il faut faire un circuit pour ceux de 12 ans et faire un circuit pour ceux de 4 ans. Je me suis efforcé à donner les moyens de création de circuits d'escalade. Le mode d'emploi de création d'un circuit, je ne le gardais pas pour moi ou pour la FSGT, je le divulguais. Le Cozy Rock s'est créé et la FSGT était parmi les membres fondateurs. Il y a eu la FSGT, le Club alpin français, le Touring Club de France, les Amis de la forêt de Fontainebleau. Donc ce groupe-là s'est mis à gérer l'espace grimpable. Par exemple, quand on créait un circuit adulte, ça tournait dans ce petit cercle-là. Alors, quand le premier circuit a été créé, il n'y a pas eu trop de vagues. Et puis, pour généraliser, il a fallu que je sois patient. Et en 1980, il y a eu une étape décisive avec l'Union sportive d'Ivry. On avait eu un projet, c'était de créer un espace d'activité pour les enfants. Et au moment où j'en étais au stade de l'expérimentation, après avoir fait le test avec un petit groupe d'enfants, on avait ramené d'Ivry un car plein, ça faisait une 50aine d'enfants. Donc on débarque, et puis le car, on avance, et puis on va au départ du circuit effacé. À la même époque, des grimpeurs de haut niveau ont trouvé qu'il y avait trop de barbouilles sur les rochers et tout. Donc à partir des circuits moyens aux plus élevés, il fallait tout effacer. Alors le Cozy Rock, quand on effaçait les circuits enfants, trouvait que c'était très bien. Mais quand on effaçait les circuits difficiles, alors ça n'allait plus du tout. Le système était attaqué un petit peu par les deux bouts. Le Cozy Rock avait très peur des enfants, qu'ils envahissent tout. Et puis en même temps, ils n'aimaient pas les effaceurs parce qu'ils étaient en train de détruire tout leur travail. Il fallait trouver une solution. Et la solution, si on s'opposait à ce que faisaient ceux qui effaçaient les circuits difficiles, on ne pouvait plus s'opposer à la création des circuits pour enfants. Mon objectif, ce n'était pas de former de futurs alpinistes, mais c'était au travers d'une activité, participer à l'épanouissement de l'enfant. L'activité escalade, comme d'autres activités, amenait les enfants à s'exprimer. On retrouve des dessins faits par les enfants. Ils reflètent l'essence de l'activité, parce qu'on ne voit pas l'enfant qui est poussé aux fesses par un adulte. Non, ils sont enfants avec enfants, il y en a un qui fait la parade. On les voit absorbés dans leur activité, qui montrait bien qu'on avait là une activité autonome. Et bon, quand l'enfant acquiert de l'autonomie dans une activité, après, il arrivera aussi à transposer.
Le projet d'Autroche, d'abord, c'est lié au fait qu'on voulait depuis toujours faire grimper les gens de façon autonome, en tête, et ça, quel que soit leur niveau. Donc il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'était que les falaises, elles n'étaient pas du tout prévues pour ça. Elles étaient très peu équipées pour les niveaux faciles. Les grimpeurs du jury ne s'imaginent pas comment on grimpait à l'époque, mais il y avait facilement 5-6 mètres entre les clous. C'est une voie très bien équipée, ça. Puis pour les voies un peu plus faciles, il y avait très peu de clous. Donc on était coincés par ce type d'équipement qui nous empêchait de faire grimper les gens en tête. Dans mon club, à Sainte-Geneviève-des-Bois, on allait notamment à Safre, dans le Dijonais. Donc Safre, très mal équipé pour faire grimper les gens en tête. Et à gauche de la falaise, il y avait des petites voies qui étaient des voies de 10-15 mètres, qui n'étaient pas du tout équipées. Elles étaient cotées, mais pas du tout équipées. Elles étaient cotées entre le 3 et le 4 à peu près. On s'est dit, puisqu'elles ne sont pas équipées, qu'il n'y a personne qui grimpe là-dedans, parce que personne ne faisait des voies de 15 mètres sans clous, on va les équiper. Donc on s'est très vite aperçu que les grimpeurs qui passaient derrière nous, ils arrachaient les pitons en disant ça sert à rien, c'est des voies, vous n'avez pas besoin de ça pour... Bon, on se fâchait, il y a même eu presque des bagarres à ce moment-là. Un jour, c'est un bureau de la Commission fédérale à Paris, j'ai proposé l'idée qu'on ait notre propre falaise. Après tout, le seul moyen de ne pas être emmerdé, c'est d'avoir une falaise à nous, on ne puisse pas nous dire comment il faut l'équiper. Et donc, il faut trouver une falaise. Le Dijonais, c'était a priori l'endroit où on avait le plus de chances d'en trouver parce que c'est riche en falaises. Et donc, on a envoyé une lettre aux copains de Dijon en leur disant « il faut que vous nous trouviez une falaise vierge ». Et en une dizaine de jours à tout casser, ils nous ont envoyé une réponse « on a trouvé une falaise, il y a un piton dans la falaise, ou 2 pitons ». Et autrement, il n'y a rien. Et c'est une falaise qui faisait 1 km de long, 40 mètres de haut, parce qu'en plus, on ne voulait pas une falaise ridicule. Alors, au début, c'était un petit peu, le souvenir que j'en ai, c'était je ne dirais pas anarchiste, mais chacun faisait les voies qu'il avait envie de faire. Parce que la falaise était vierge, elle était très longue, et donc en fonction du niveau de celui qui avait envie d'ouvrir, il se repérait une ligne, et puis il installait sa corde en haut, il descendait en rappel, il nettoyait, et puis il mettait les pitons là où il trouvait qu'il fallait les mettre. Et puis après, la voie était validée une fois qu'elle était grimpée, quoi. Quand il y a eu plus d'équipements après, on a compté combien il y avait de voies faciles, combien il y avait de voies PD, F, G, D, RD, etc. On essayait de boucher les trous, d'avoir un planning, de faire quelque chose de plus systématique pour qu'il n'y ait pas trop de voies d'un niveau donné et qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Très rapidement, on est arrivé à une centaine de voies, sans difficulté. Une falaise pour nous, c'était d'abord les voies faciles. S'il n'y avait que des voies dures, ça limitait forcément l'accès à ceux qui étaient capables de les faire. Donc il fallait à tout prix faire des voies faciles. Donc on a fait à Mauriès, on a fait Orgon, et on s'est dit il faut qu'on puisse faire généraliser ça. Donc pour ça, on a créé un petit fascicule, Falaise à l'aise, où on expliquait comment faire un équipement de voie, quoi. Donc comment on mettait une broche, comment on scellait, avec quel matériel, quel col. Falaise à l'aise, c'est la suite d'Autroche, c'était la généralisation d'Autroche. Bon, ça fait plus de 50 ans que je grimpe. Avant Autroche, je vois pas de falaise qui était équipée de cette façon-là, quoi. Et maintenant, dans le monde entier, j'ai grimpé dans pas mal d'endroits, c'est la norme. La façon dont l'escalade a été conçue et dont elle a évolué dans la société va dans le sens d'une protection beaucoup plus grande. Et à l'époque, on avait encore une conception de l'escalade comme d'abord un entraînement à l'alpinisme pour une grande barre, donc forcément un certain degré d'engagement relativement important, bien que l'engagement était tout de suite conçu pour ne pas entraîner des accidents graves. Les premiers pitons étaient bas, le deuxième empêchait la chute au sol, c'était une conception moderne de ce point de vue-là, mais quand même un peu plus engagée que ce qu'on constate la plupart du temps aujourd'hui dans les falaises françaises.
La FSGT dans son ensemble s'est réinvestie beaucoup plus qu'elle le faisait à une période dans la fête de l'UMA. Ça s'appelait une balade sportive, c'était une présentation d'activités sportives de différentes formes. Et donc on s'est dit, bon, on va aussi faire de l'escalade, parce qu'on va ouvrir l'escalade au plus grand nombre, donc faisons de l'escalade. Et on a repris l'idée de la tour d'escalade, comme ça existait par le passé. Donc on a fait la tour d'escalade à la fête de l'UMA. Alors on a fait ça au moins 2-3 fois. Et la dernière fois qu'on a fait ça, on avait vu grand, on avait fait une tour qui faisait 25 mètres de haut, on avait mis 15 jours à la monter, plus après le démontage qui prenait encore une semaine, enfin c'était vraiment un gros truc quoi. Et donc une année, on refaisait la balade à la fête de l'UMA et c'est pas possible, on va pas continuer à faire ce truc, quoi. C'est trop bouffant de temps, puis en plus ça correspond pas à ce qu'on cherchait à faire, puisqu'on voulait l'autonomie, on voulait que les gens grimpent tout seuls. Donc comment faire? C'était une réunion chez un copain, Jean-Louis Pin, avec Yves Renoux, et on discutait, puis à un moment je dis mais c'est con, on n'a qu'à faire ce qu'on fait à Fontainebleau. À Fontainebleau, comment les gens grimpent? Ils grimpent sur des pistes jaunes. On n'a qu'à refaire des pistes jaunes. Alors comment faire des pistes? On fait des blocs en bois, et puis on met des prises dessus, et puis les gens ils grimpent. Après, on met des prises plus ou moins petites et grosses, et puis voilà, on a des voies faciles, on a des voies difficiles. Comment le faire? Après, il y avait Jean-Marc Blanche, notre copain architecte, qui avait fait un mémoire sur l'escalade. On l'a contacté, il a fait un modèle de mur. Et puis on a créé les blocs d'escalade sur cette idée de départ. Et ça a marché tout de suite. Dans ces séminaires, finalement, on est arrivé à la conclusion que ce qui ne marchait pas, finalement, c'était le mot d'ordre alpinisme populaire. Que l'alpinisme populaire, on n'y arriverait pas. Donc il fallait passer à autre chose. Alors passer à quoi? L'escalade nous paraissait une activité plus simple d'accès, moins codée du point de vue social, donc plus accessible. Alors ça se faisait évidemment dans les falaises et dans les blocs qui existaient de façon naturelle en France. Mais là, c'était un problème lié à l'équipement. Donc on retrouve aux Troches, on ne peut pas faire de l'escalade populaire si on n'équipe que pour les gens qui sont dans le set. Les blocs, pareil, il faut des voies qui socialisent la pratique. C'est-à-dire que s'il faut connaître parfaitement le terrain pour faire une voie de 2, parce que sinon on n'est pas capable de la trouver, il faut mettre une flèche pour indiquer la voie de 2 à quelqu'un qui arrive et qui ne connaît rien. Et puis l'autre point, c'était les structures artificielles, qui étaient une façon d'étendre encore le champ de la pratique et donc de l'ouvrir, parce que la falaise et les blocs, c'est des actifs naturels qui ne sont pas n'importe où, donc ça suppose du transport, ça suppose des coûts particuliers. Donc une façon de pallier ça, c'est d'avoir des structures plus proches des lieux d'habitation, qui soient accessibles en moins de temps, donc qui permettent une pratique sur 1 heure ou 2 heures dans la journée, donc qui facilitent les choses. Donc le mur d'escalade nous paraissait une solution tout à fait possible. Ce mur d'escalade, on est un peu fiers, on l'a créé avec l'équipe pédagogique du lycée de Corbeil, qui était quand même un lycée. L'équipe d'éducation physique, c'était une équipe qui avait un ADN, disons, de démarche autogestionnaire, d'innovation, depuis sa création en 1959. Et donc, je suis arrivé là avec déjà des copains dans l'équipe éducative qui étaient des amoureux d'escalade. Et une année, je suis allé à une assemblée nationale de l'escalade FSGT. Et là, il y avait des groupes de travail et il y a eu un groupe sur la thématique des murs d'escalade qui a été défendu par des copains, par Gilles Rotillon, par Jean-Marc Blanche, qui ont dit il faudrait faire quelque chose dans notre pays, il faut populariser les murs d'escalade.
Moi, ça a fait tilt. Je suis rentré après de l'Assemblée nationale, j'ai rencontré Jacky, je lui en parle, on part en vacances, je reviens. Jacky, il avait commencé à faire une sorte de petite traversée. Il avait fait une sorte de mur sauvage qu'on a utilisé tout de suite dans des fêtes, etc. Enfin, en gros, voilà, le premier acte fondateur, ça a été le marteau, le burin. Bon, alors, on s'est dit, on y va. Donc, comme c'était en plus la période de 1981, il y avait des projets d'action éducative. On a décidé de lancer vraiment la réalisation d'un vrai mur dont on a à peu près la structure là, hein. C'est-à-dire en fait le plan incliné, la cheminée, toute la partie grise en fait, grosso modo, c'est ce qui a été créé en 2 ans à l'époque. Donc on a monté ce qu'on appelle un projet d'action éducative. Et le principe, c'est que le mur devait être réalisé en autoconstruction avec les élèves de l'association sportive, avec une collaboration des professeurs du technique. Il y avait toute une sorte de petite communauté, de collectivité qui s'est mise en place pour essayer de porter ce projet. Tous les profs le soutenaient, mais disons, parmi les profs, on a été Jacky, moi et Eric. On s'est retrouvés en gros un noyau de 3 profs à porter ce projet d'action éducative. On avait une réflexion sur ce que c'était que l'escalade et on a voulu la transposer dans le mur d'escalade et de faire en sorte que ce soit vraiment un outil à la fois pour que les élèves puissent entrer dans cette activité qu'on appelle une activité d'épreuve et que ça soit aussi un outil qui soit gérable par des collègues qui soient non spécialistes. Il fallait que l'éducation physique soit capable d'absorber en quelque sorte une nouvelle activité, l'escalade. Et donc il fallait réfléchir en conséquence. L'autoconstruction, pourquoi ça nous tenait à cœur? Alors l'autoconstruction, elle avait 3 raisons. Une raison de circonstance, parce qu'il faut faire de nécessité vertu, et si tu n'as pas les moyens, il faut que tu le fasses par toi-même. Mais elle avait une raison plus fondamentale. On voulait montrer que c'était possible de le faire en autoconstruction, parce qu'on voulait éviter que le marché s'empare tout de suite des murs d'escalade. Et on voulait qu'il y ait une dynamique de création de murs d'escalade qui ne viennent pas simplement du point de vue des fabricants. On ne voulait pas que l'escalade suive complètement le scénario, par exemple, du tennis, ou de suivre le scénario des salles de fitness, et qu'il soit tout de suite que sous la forme commerciale, qu'il y ait des formes du type lycée de Corbeil, et bon, on avait un peu de fierté en disant on est un peu les premiers à le faire. Et effectivement, ça a déclenché, ça a suscité d'autres vocations. L'autoconstruction, c'était important aussi, parce que c'était la façon d'associer les élèves, d'associer d'autres collègues dans le projet. Donc, quelque part, c'était une valeur qu'on défendait. On faisait ça avec les élèves qui étaient motivés. Je veux dire, il fallait être motivé. C'était un peu notre élite. C'était l'association sportive, etc. Nous, on avait une satisfaction à dire, l'élite, on s'occupe d'elle. On travaille pour elle, on travaille avec elle, mais eux, ils travaillent pour la masse. Parce que là, ce qu'ils ont construit, les gars, là, franchement, on s'est dépouillé. Mais ça sert à des milliers d'élèves. Donc, ils ont enrichi le patrimoine commun. C'est pas seulement je capte toute la richesse pour moi. Les étapes clés de la construction du mur. En fait, il y a l'étape, je dirais, politique, en fait, prise de conscience qu'un mur, c'est quand même intéressant, ce que j'ai évoqué. Deuxième étape, je dirais, il y a l'étape presque de sauvage, où en fait, tu fais quelque chose, tu tentes. Et puis après, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que là, ça commence à prendre de l'ampleur, tu es obligé de le structurer. Donc, il faut que tu mettes ton projet en forme. Donc, on a construit le projet technique. Alors, la phase technique, il y a l'achat des matériaux, il faut faire les fondations. On est venu avec les marteaux-piqueurs et les trucs, là, je veux dire, il faut quand même y aller. Je me rappelle, c'était joyeux. Il fallait défoncer le sol, faire des fondations.
C'était gonflé, hein. On a eu des doutes des moments, parce que c'est en autoconstruction, donc ça veut dire qu'au mois de mai ou à partir du mois de mai, on a commencé à mettre le chantier dans les gymnases. Notre grosse inquiétude, c'est est-ce qu'on serait capable de rendre un gymnase en état à la rentrée de septembre. Ça a marché. Donc une fois que le mur a été créé, d'abord on a eu à cœur de le partager par des actions de formation où on invitait des associations sportives, des collègues venaient le mercredi participer à des activités escalade. On l'a partagé aussi parce qu'on a fait des vidéos qu'on a fait circuler, qui étaient demandées. Donc en gros après tu as d'autres équipes, soit d'autres équipes en éducation physique qui se sont lancées dans des projets du même type, soit aussi des associations. Par exemple, côté FSGT, on a impulsé la transformation le mur de la poudrerie de Sevran. Ça a fait un peu tache d'huile. L'idée des murs, c'est un peu comme si on disait on va amener les falaises à la ville. En partant un peu de l'aphorisme d'Alphonse Allais qui disait il faudrait amener les villes à la campagne pour que les villes soient plus vivables. Ben, nous, on dit il faut amener la montagne dans la ville. On l'assume, et il en faut encore plus. Il faut faire en sorte que l'art de grimper, la jubilation du grimper, la responsabilité du grimper, elle puisse être éprouvée par le plus grand nombre d'individus. Parce que ça aide à construire un être humain. Comment se créent les murs d'escalade? Déjà, c'est des gymnases municipaux, c'est donc des décisions de la ville de Paris, la ville d'Ivry, enfin, etc. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir l'information concernant le mur de Grande 13. Et donc, avec des copains de l'US Ivry, on a décidé de jouer le coup et de monter une association locale, avec une aide d'Ivry, matérielle, pour avoir des cordes, pour avoir des dégaines, mais aussi une aide militante humaine, puisqu'il fallait former du monde. Puisque l'objectif c'était d'accueillir des gens qui pour la première fois découvraient l'escalade. Il fallait assez vite les former pour qu'ils soient capables à la fois, eux, de grimper en sécurité, mais aussi de transmettre leur savoir tout neuf à d'autres, faire boule de neige. Quel contexte? Je pense qu'il y a eu un moment charnière où l'escalade est devenue un domaine intéressant du point de vue commercial. Il y a eu une multiplication des chaussons en tout genre, du matériel en tout genre, enfin, etc. Donc l'effet de mode a touché les élus, avec retard par exemple en ce qui concerne Paris. Ivry, ça faisait quand même très longtemps que le mur d'escalade existait. Donc il y a des villes, des municipalités qui avaient anticipé, qui avaient vu l'intérêt de l'activité. D'autres moins. Ils sont venus avec l'effet de mode. Ici c'est le cas. Ils ont construit un petit morceau du mur, on a construit, nous, l'association. Alors, les étapes de construction du mur. Première étape, connaissance de la Grande 13 de la partie droite qui représentait un intérêt dans la mesure où il y avait 12 lignes, mais qui ne permettait pas de développer un club qui réponde aux besoins des jeunes, du collège Camille Claudel, du quartier ou les gens qui travaillent dans le coin. Donc dès qu'on a mis en place le club, on a aussitôt mis en place un projet d'extension du mur. La deuxième partie qui est en gris sombre, on avait défendu auprès de la mairie à l'époque RPR,
13e. Donc ils avaient accepté en finançant sur leurs fonds propres. Donc ils ont construit ça. Entre-temps, il y a eu les élections municipales, ils se sont fait virer. Et comme j'avais anticipé le coup, avec d'autres copains, on avait écrit aux postulants remplaçants, à savoir les socialistes, s'ils s'engageaient, comme la précédente mairie, à construire le reste. Et comme ils ne répondaient pas, je les ai chopés à la sortie d'un métro en leur disant « Je vous préviens tout de suite, si j'ai pas de réponse sur ça », c'était 15 jours, 3 semaines avant les élections, je fais une assemblée générale de Gramme 13 et on distribue dans tous les coins le refus que vous nous opposez de développer l'activité sportive. Donc dans les 3 jours, j'avais une lettre signée bien amicalement « Vous aurez votre mur » et on l'a eu. Puis après, quand ils ont nommé une maire adjointe au sport, qui était une femme très sympa, on a donc construit, là, en collaboration vraiment avec elle, d'autres projets, y compris l'extension, la partie gauche, enfin, etc., etc. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un projet porté par l'ensemble des adhérents du club. Pour Gramme 13, ça s'est passé sans difficulté. Pour Rock 14, il y avait d'autres gens qui avaient des visées sur le mur d'escalade du gymnase MIA, notamment l'UCPA, qui avait envie de récupérer le mur pour ses activités lucratives. Et on a éliminé le projet de la FFME, puisque, manque de peau pour eux, ils avaient fait le mur à 8,50 m, donc pas homologué pour la compétition. Du coup, ils ne se sont pas battus comme des lions sur cette question-là, quoi. La fameuse réunion, on était avec Renaud. En s'y mettant tous les deux, on les a convaincus, la mairie, que le meilleur projet, c'était celui qui reposait sur une base associative et que c'était pas simplement de faire des entrées. Donc Rock 14 a été créé et comme moi, entre-temps, j'étais devenu une sorte de référence de l'escalade à Paris, ils m'ont sollicité pour me dire « Mais à Gramme 13, est-ce que vous avez besoin de créneaux supplémentaires qui pourraient s'effectuer sur le mur de Rock 14 ?» Donc là, on a dit non, on va prendre les gens qui habitent plus ou moins dans le 14e et on va créer un club à Rock 14. On a bien fait puisque maintenant il y a 800 personnes et ça se presse au portillon. Donc, et ici c'est pareil. Donc. Et puis après, il y a eu une multiplication des murs d'escalade. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a aussi réussi à mettre en place des clubs qui sont dans la même philosophie que Gramme 13, Rock 14, et du coup qui coopèrent. Les fameux échanges interclubs, aller grimper chez le voisin, c'est pas simplement découvrir un mur, c'est aussi rencontrer des gens, discuter avec eux. Et les liens que tu crées, soit avec les adhérents, les grimpeurs, soit avec les personnels de la ville et tout, c'est très important. Ça fait aussi partie de l'intérêt de l'activité, parce que si tu es là simplement pour faire tes 2 heures de gymnastique verticale, ça a des limites. Les grimpeurs dans les clubs FSGT, c'est une ligne constante de faire des murs d'escalade qui soient accessibles, qui permettent le développement des individus, mais qui permettent plutôt par le jeu que par la compétition et par l'élimination de celui qui n'est pas capable d'atteindre tel ou tel niveau. Et le développement du sport pour tous, c'est pas seulement des questions récentes. Le groupe alpin populaire, il était destiné à permettre à des travailleurs de la région parisienne d'aller faire de l'alpinisme, alors que c'était une activité réservée à une élite, à moindre échelle avec les murs d'escalade. On produit cette accessibilité à l'ensemble des catégories sociales.